Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle séance du séminaire. Je passe tout de suite la parole à Johannes Angermüller. Bon, merci Christine, merci Marc et Lucena. Nous sommes à quatre pour organiser ce séminaire. Normalement, c'est un intervenant par mois qui présente ses travaux. C'est en coopération avec Discordnet. Et vous voyez aussi le lien que je poste ici, où vous pouvez vous inscrire pour recevoir les informations concernant ce séminaire. Je vous signale aussi que c'est tout à fait possible de nous soutenir avec Discordnet en vous inscrivant en tant que membre sur le site et donc pour voilà, vous engager dans les activités de notre association. Aujourd'hui, on a Patrick Charodeau. C'est un grand privilège de t'entendre aujourd'hui. Je vais dire peut-être deux, trois choses sur ton parcours si impressionnant. Tu as une expérience énorme et non seulement, en fait, tu as commencé ta carrière universitaire avant que j'étais né, bien dans les années 60, 70, mais tu as aussi une vision résolument pluridisciplinaire. Donc, tu es au cœur de nos préoccupations ici dans le séminaire sur les approches discursives en sciences sociales. Tu sais articuler les questions des sciences du langage avec d'autres disciplines comme la philosophie, la sociologie, de manière tout à fait voilà, exceptionnelle. Je pense que de nos jours, ça se fait peu de regarder aussi au-delà d'un cadre disciplinaire. Euh, Tu es le représentant d'un tournant pragmatique, du tournant pragmatique en France, avec une vision résolument socio-discursive, socio-pragmatique et socio-discursive. Euh, et tu vas parler de ton dernier livre qui présente la problématique du sujet parlant. Voilà, comme, comme figure, comme problématique clé de ta théorie sociopragmatique. Et donc, on sera tout à fait voilà, enchanté et intéressé pour t'écouter parler de ton naufrage. Merci beaucoup, Patrick. Merci Yonès et merci Christine aussi, et puis Marc, puisque je sais aussi qu'il fait partie du staff organisateur. Écoutez, je vous remercie de me donner cette occasion de pouvoir un peu, à l'occasion de ce livre, qui est une espèce de reparcours, effectivement, de toute ma formation, ma réflexion avec celle des autres, évidemment, toujours en interaction avec les autres. Et donc, je vais essayer simplement évidemment, on ne peut pas parler de tous les éléments, enfin dans le détail de tous les éléments de ce livre, hein. Je vais essayer de mettre en évidence les enjeux, hein, qui ont présidé à, à l'écriture de ce livre. En commençant par le fait que, comme vous le savez, toute recherche dans une discipline se développe toujours dans un mouvement de va-et-vient entre analyse empirique et réflexion théorique. Et c'est d'ailleurs ce mouvement de va-et-vient, si vous voulez, qui me permet de faire une distinction entre analyse des discours et analyse du discours. C'est une question que souvent on pose, hein. Est-ce que vous faites l'analyse des discours, l'analyse du discours? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Pour ce qui me concerne, je considère que l'analyse de discours, des discours, hein, c'est le lieu empirique de la description d'un certain nombre d'objets, ce que pendant très longtemps j'ai fait, l'analyse du discours médiatique, du discours politique, du discours humoristique, et à partir donc de corpus, hein, c'est en ça qu'on peut dire que c'est l'analyse des discours. Et l'analyse du discours, c'est pour moi le lieu d'élaboration des présupposés épistémologiques, des systèmes d'explication, des modes de raisonnement. C'est là que l'on travaille, qu'on élabore, qu'on discute les concepts et les notions.
Et c'est donc ce mouvement de va-et-vient que l'on fait constamment, parce qu'après tout, c'est notre instrument d'analyse, hein, que l'analyse du discours. Hein. Et d'ailleurs, je dirais que le dictionnaire que nous avons dirigé et coordonné avec Dominique Magnaud, c'est bien un dictionnaire d'analyse du discours, hein, puisque c'est le lieu où sont définis les différents concepts et notions. Voilà, alors donc, voilà, au bout enfin, au terme d'une certaine carrière et surtout d'une certaine trajectoire de réflexion, j'ai voulu essayer de montrer comment moi-même j'ai fait ce va-et-vient entre analyse des discours et analyse des discours. Alors, si vous le permettez, vous allez m'excuser un peu parce que je vais vous infliger la description rapide de mon propre itinéraire de formation. Parce qu'il est au fondement de ce livre. Hein. C'est pas un caprice. Hein. C'est que cet itinéraire est au fondement de mon livre, de mon positionnement qui explique les concepts et de cet esprit d'interdisciplinarité qui fait l'objet de l'un des sous-titres du livre. Alors, d'abord, ma première formation est une formation d'hispaniste et ce n'est pas du tout négligeable parce que quand on travaille dans une langue, bon, en l'occurrence là, c'était l'espagnol, le portugais, mais quand on travaille dans une langue étrangère, on est en permanence confronté à des problèmes de comparaison, des problèmes de traduction, et donc on est en plein dans le travail sémantique, hein, le travail autour du sens, évidemment en rapport avec la forme, mais enfin, toujours, surtout pour la traduction, hein, on est en prise directe avec toutes les questions d'ordre sémantique, d'une part, et d'autre part, c'est là que l'on prend conscience de la responsabilité du sujet. Ça commence comme ça, parce que le sujet comparant, le sujet traducteur, hein, est un sujet qui, à tout moment, doit faire des choix et prendre ses responsabilités lorsque, par exemple, il parle dans une langue étrangère, il fait des choix ou il traduit un texte d'une langue dans une autre. Et puis, à la fin de mes études d'hispaniste, c'est-à-dire quand dans le système ancien, vous savez, où il y avait langue, maîtrise, DEA, premier doctorat de troisième cycle et puis doctorat d'État, quand je suis arrivé au niveau de la maîtrise, je ne savais pas trop quoi faire, je pensais faire de l'histoire de l'art. Vous voyez comment les choses, le destin apporte des événements que l'on ne prévoyait pas. Alors il s'est trouvé qu'à ce moment-là, arrive à Paris le, le linguiste Bernard Potier, qui était à la fois aussi hispaniste et de linguistique générale, et qui, lors de cette année de maîtrise, où on devait faire ce qu'on appelait de la philologie à l'époque, il nous initie à la linguistique. Et là, c'est le coup de foudre. Et donc, j'apprends à travailler la langue sous tous ses aspects, phonologiques, morphologiques, syntaxiques, lexicaux, stylistiques, rhétoriques, etc. Et c'est de là, d'ailleurs, que ça a été la source, hein, de ma grammaire du sens et de l'expression, grammaire sémantique, et que j'ai faite et qui est une espèce de résumé de cette première partie de travail particulièrement sur la langue. Ensuite, dans ces années 60, 70, 80, il y avait des séminaires, on avait la chance, on n'a aucun mérite, hein, mais les gens de ma génération ont cette chance d'avoir co-présent à ce moment-là à Paris euh, ce qu'on pouvait appeler des grands phares, hein, d'une part de la linguistique et particulièrement la linguistique sémantique, hein, avec Potier, Culioli, John Lyons, dont on parle très peu et qui est un excellent sémanticien, Robert Martin, Maurice Molliot, que certainement très peu de gens connaissent parce qu'il était plutôt dans la mouvance hispaniste. Ensuite, on sortait de ces séminaires et puis on allait écouter Barthes, Grémas et Genette plutôt dans une perspective dite sémiotique. Et puis, notre Ducrot, qui était le grand représentant de la pragmatique, faisait ses cours toujours au milieu de plein de paquets de cigarettes et de fumée qu'il fallait écarter quand on entrait dans son séminaire.
qui faisait la critique à la fois, enfin critique au sens évidemment scientifique du terme, hein, de la pragmatique, du générativisme qui apparaissait aussi à cette époque-là. Et puis, on pouvait aussi aller écouter dans les séminaires, soit au Collège de France, soit, il n'était pas encore, les Foucault, Deleuze et Derrida. Alors, ça explique déjà cet esprit d'interdisciplinarité parce que ce qu'on entendait dans un séminaire interrogeait ce qu'on avait entendu dans l'autre. Et à cela, il faut ajouter aussi le fait que j'étais amené par une série de circonstances à travailler sur un certain nombre d'objets. Tout ça toujours en groupe avec des collaborateurs amis, et puis à l'intérieur du centre d'analyse des discours que j'avais créé à l'Université de Paris 13. Et particulièrement le travail sur les médias, parce qu'à l'époque, l'INA avait mis en place l'INATech, hein, qui permettait d'avoir accès et de travailler à tous les documents audiovisuels, télévisés, etc. Et puis, et donc, à cette époque-là, je travaillais beaucoup sur le discours publicitaire, discours politique, discours didactique, aussi sur l'interactionnisme, les conversations, les entretiens, les débats, etc. Et c'est tout ça qui explique une espèce d'esprit d'interdisciplinarité de fait, hein, qui n'a même pas été un choix, qui s'est imposé du fait de tout cet environnement, vous voyez, de la formation initiale, hispaniste, linguiste, des séminaires auxquels les uns et les autres on pouvait assister. Et je n'oublie pas de dire que quand on sortait des séminaires, on allait au Balzar, rue des Écoles, pour continuer à discuter et à refaire le monde linguistique et des sciences humaines et sociales. Et puis le travail sur ces objets, d'ailleurs, dont je serai amené à en reparler, qui, a, qui, a, qui nous a obligé, m'a obligé et nous a obligé à, à réfléchir sur qu'est-ce que c'était que construire un objet d'analyse. Alors, voilà ce qui était l'itinéraire, mon itinéraire de formation qui explique donc cet esprit d'interdisciplinarité. Alors, on en arrive à la notion de sujet. Alors, pourquoi avoir choisi cette notion de sujet? Alors, d'abord, vous voyez que depuis la philosophie antique, la notion de sujet va avec celle de l'existence de l'être humain, en tant qu'il est apte par un phénomène d'auto-réflexion à prendre conscience de soi, donc à élaborer, hein, la conscience de soi et par là même à accéder à la connaissance. Donc ça, c'est une espèce de fondement épistémologique, si vous voulez, qui fait que euh, d'une part, évidemment, il faut voir ce qu'il en a été dans le champ de la philosophie. Il devient véritablement une question qui se met en place à partir de Descartes avec le cogito, hein, comme un être pensant. Puis ensuite, il y a eu une succession de modèles philosophiques, hein, qui ont modifié cette notion de sujet, que parallèlement, les sciences sociales se sont emparées aussi de la notion de sujet, donc on le verra tout à l'heure, et d'ailleurs avec des dénominations différentes, hein, pas toujours sous le terme de sujet, hein, mais on pouvait parler d'agent, d'acteur social, etc. Et puis dans les sciences sociales est donc apparue la linguistique, qui est devenue après, de façon plus générale, science du langage, avec la prise de conscience de ce qu'il y a un sujet du langage qui est d'une part constructeur de la langue, c'est-à-dire de la langue en tant que système de langue, hein, comme ensemble de systèmes, hein, phonologiques, morphologiques, syntaxiques, etc. Qu'il est aussi constructeur de la relation avec les autres, parce que la relation avec les autres, si elle ne se faisait pas par le langage, on se demande comment elle pourrait se faire. Et puis que par les discours que produit le sujet qui circulent dans la société, ça fabrique des formes de pensée particulières qui permettent de parler du monde, de structurer le monde, d'attribuer des valeurs au monde, ce qui explique ce besoin de suivre cette notion
en philosophie, en sociologie et en sciences du langage. Ce qui explique les 3 premiers parcours que j'ai parcourus donc dans cette première partie de l'ouvrage, parcours philosophique, parcours sociologique et parcours linguistique. Alors, pour ce qui concerne le parcours philosophique et sociologique, je précise bien que je ne suis pas, euh, comment dire, du point de vue académique, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un sociologue, mais que par ce travail d'interdisciplinarité, évidemment, j'ai parcouru des ouvrages, puis réfléchi, puis je vous ai dit, on assistait aussi à des séminaires de philosophes et de sociologues. Et donc, j'ai pris ces précautions parce que je me doute qu'un philosophe, évidemment, de formation philosophique, pourrait avoir à redire. Et moi, le principe que j'ai dans cette interdisciplinarité, c'est que ce n'est pas pour prendre la totalité de l'autre discipline, mais c'est pour voir ce qui, dans l'autre discipline, quelles sont les notions et concepts dans une autre discipline qui peuvent servir à enrichir la discipline dans laquelle vous travaillez. Et si éventuellement ça pouvait fonctionner dans l'autre sens, réciproquement, ce serait encore mieux. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, c'était plutôt dans le sens d'essayer de voir ce qui se dit sur le sujet en philosophie et en sociologie. D'ailleurs, il faudrait dire aussi en psychologie sociale, en anthropologie, etc. Mais enfin, je ne pouvais pas tout faire. Et donc, ce parcours philosophique a consisté à essayer de voir euh, comment cette notion a évolué. On peut considérer, alors je le fais à grands traits ici, hein, évidemment, mais on peut aller voir les détails dans le livre, par 4 grands moments. Donc, le moment de Descartes, alors à chaque fois, si vous voulez, j'essaye de voir ce qui est en jeu et ce qui est en cause, parce que pour vous le dire tout de suite, ma préoccupation va être de savoir dans quelle mesure il existe un sujet individuel. Parce que l'ère du temps est à l'existence d'un sujet social, et donc la question est de savoir s'il existe un sujet individuel. Et donc j'essaye de voir, en faisant ce parcours, dans quelle mesure il y a cette notion qui peut apparaître. Donc chez Descartes, on sait qu'on a avec le cogito un sujet pensant, mais la caractéristique de ce sujet pensant, c'est qu'il est tourné vers la propre rationalité du sujet, qui, comme on le sait, est doté d'idées provenant de Dieu. Mais ici, ce que je retiens, c'est que ce sujet pensant est tourné vers le sujet lui-même et sa propre rationalité. Avec Kant, on sait, alors évidemment, ce sont des grands sauts, hein, on sait que c'est la première grande rupture, puisque Kant introduit la notion de subjectivité, c'est-à-dire que ce fameux sujet pensant de Descartes devient un être de connaissance, mais un être de connaissance dans lequel il y a, mélangé à l'entendement, il y a de la sensibilité. Et ça, c'est effectivement l'ouverture vers une réflexion dans laquelle le sujet va circuler entre objectivation et subjectivation. Et apparaît la phénoménologie, qui est un autre grand moment, parce que ce sujet connaissant qui prend conscience de son appartenance au monde, il prend conscience de son appartenance au monde à travers l'existence d'autrui, et cette existence d'autrui qui lui fait prendre conscience de sa propre existence. C'est-à-dire que il y a une sorte de réflexivité sociale qui se mélange avec une réflexivité personnelle, les deux étant intriqués dans cette problématique du rapport entre essence et existence que l'on a bien connu, même que pour ceux qui ne sont pas philosophes, qu'on avait discuté, en tout cas entendu, expliqué dans le cadre de nos classes de terminale, de philo de terminale. Et je me souviendrai toujours qu'à l'époque, j'avais un manuel de philosophie, enfin il y en avait plusieurs, il y en avait un sur la morale, il y en avait un sur la métaphysique, il y en avait un sur la psychologie. Et le manuel de philo, justement, nous montrait une photo de Sartre avec la légende qui était on existe par le regard de l'autre
Et on rigolait tous parce que la photo de Sartre, on sait que Sartre avait, une, avait un œil qui regardait d'un côté et l'autre qui regardait dans le sens opposé. Voilà. Donc, c'est un grand moment pour faire surgir effectivement un sujet qui mélange réflexivité personnelle avec réflexivité sociale. Et puis, évidemment, on ne peut pas oublier l'herméneutique, et puis qui ensuite a été reprise et bien développée par Ricoeur, et qui distingue le jeu du soi, hein, le jeu étant dans un rapport de conscience immédiate à soi-même, alors que le soi est une espèce de conscience réflexive un peu à distance, hein, dans une dialectique du même et de l'autre, comme le développe Ricoeur dans son ouvrage sur le sujet, justement, en donnant à cette distinction, hein, cette dénomination de idem et de ipse. Donc, ce qui m'intéresse dans ce parcours, c'est de voir comment il y a progressivement une autonomisation du sujet. Il y a un sujet qui était un sujet de pensée égo-transcendantal tourné vers lui-même, à un sujet subjectif qui établissait un rapport entre moi, et à un sujet, je ne sais pas si vous voyez, ce truc-là me gêne, hein, et puis un sujet intersubjectif qui met en place le rapport entre moi et autrui. Et c'est ce rapport entre moi et autrui, hein, qui va être fondement de l'existence de deux types de sujets, qui sera un sujet social et un sujet s'individu. Parcours sociologique. Alors, la caractéristique du parcours sociologique, c'est qu'il y a aussi différentes tendances et différents courants, ce qui est le propre de toute discipline quand on la regarde à travers l'histoire. Et là aussi, en allant vite, on peut dire qu'il y a deux grandes tendances. L'une qui correspond à une attitude empirique qui consiste à étudier les comportements des individus vivant en société en les comparant et en tirant une réflexion générale sur les types de comportements en société. Et puis une attitude plus théorique qui dit oui, mais les comportements, ça ne dit pas tout. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a en dessous, la signification des comportements, c'est-à-dire une étude de leur symbolisation. Et cela, c'est une vision plutôt constructiviste. Alors, ce qui caractérise quand même la sociologie, hein, c'est que c'est le principe de socialité. Le principe de socialité qui est dominant. D'ailleurs, comme me le faisait remarquer un sociologue, même le terme de sujet est peu employé, hein, même chez Bourdieu, il est employé quelquefois, mais pas. Et à la place, on entend plutôt des termes comme agent ou acteurs sociaux ou témoins, mais peu souvent comme. Mais n'empêche que la notion sous-jacente est bien celle de sujet et que l'on peut définir comme un sujet social. Alors tout cela repose sur le fait que notre singularité n'émane pas de nous seuls. C'est ça le grand principe de socialité. Elle se bâtit à travers les manières dont une place nous est faite au sein de la collectivité humaine où nous naissons, à laquelle nous appartenons, ou nous aspirons à appartenir. C'est donc poser que le sujet que l'on étudie, c'est un sujet qui est déterminé de façon, on pourrait même dire surdéterminé, hein, par tous les phénomènes d'ordre sociaux qui émanent de la collectivité humaine. N'empêche qu'il y a quand même là aussi deux voies dans la prise en compte de l'existence du sujet. L'une qui est qui serait un sujet comme une entité abstraite, c'est-à-dire un type idéal, et on retrouve là l'idée de la symbolisation,
Ou alors au contraire, quand on est beaucoup plus près de l'empirie et de la description des différentes situations sociales, un sujet qui est éclaté en plusieurs figures identitaires. En fait, évidemment, toute sociologie combine toujours les deux. Alors, cela dit, on considère que, enfin les sociologues eux-mêmes, hein, dans leur propre historique, hein, ils considèrent qu'il y a de nouvelles tendances. L'une qui est dite Retour du sujet par Touraine, dans laquelle il insiste sur le fait que le sujet n'est pas simplement un espèce de réceptacle de toutes les caractéristiques sociales, mais qu'il est lui-même un acteur producteur de sens. Et puis même une sociologie dite analytique qui essaye de prendre en compte le désir et même les motivations psychologiques qui sont écartées, hein, du domaine sociologique. La grande interrogation, c'est à propos du travail que Durkheim a fait sur le suicide, où on demande, mais pourquoi ne pas considérer que parmi les causes de suicide, il peut y avoir aussi des causes purement psychologiques de l'individu et qui ne sont pas redevables nécessairement d'une histoire sociale. Alors on peut toujours dire que de toute façon, c'est vrai, il y a toujours du social dans le psychologique et du psychologique dans le social. En tout cas, ce que l'on voit bien au terme de ce parcours en sociologie, c'est que on retrouve un peu d'ailleurs en écho à la philosophie, une problématique de la pluralité, hein, entre subjectivation, objectivation, et de ce qui pourrait être un rapport entre le nous, le je qui se trouve dans le nous, mais qui peut peut-être réinterroger le nous, et qui lui-même s'intègre dans le nous. Donc, c'est un peu en tenant compte de ça que, pour ce qui me concerne, je vais essayer de poser des questions. Mais avant cela, donc, voyons ce qui concerne le parcours linguistique, qui en fait, faut appeler parcours sciences du langage. Le problème que l'on a avec le terme de science, vous savez qu'on a un problème avec le terme de sciences du langage et de linguistique, hein. Sur la dénomination de la discipline et la dénomination des acteurs de la discipline et de ce qu'on en fait à l'extérieur de la discipline. Sociologie, on peut parler de la sociologie et dire que ce sont des sociologues qui s'occupent de la sociologie, des anthropologues qui s'occupent de l'anthropologie, des psychologues qui s'occupent de la psychologie, des philosophes qui s'occupent de la philosophie. Mais si on dit science du langage, alors on n'a pas de terme pour dire comment on va nommer les gens qui font la science du langage. Donc on retombe sur le terme de linguistique, dont on considère, quand on est en sciences du langage, que c'est une partie, dans son historique en tout cas, hein, c'est une partie des sciences du langage. Pour ce qui me concerne, je considère que la linguistique, c'est surtout l'étude, l'analyse de la langue. Évidemment, la langue est en rapport avec ses usages et du coup, de la langue, on arrive progressivement au discours. Mais enfin, c'est plutôt les caractéristiques, d'ailleurs, il y a toute une longue tradition, une longue historique d'études de la langue, dont je vais reparler. Et c'est ça d'ailleurs que j'ai passé en revue. Donc, voilà, donc on appelle ça, ce serait parcours en sciences du langage, mais c'est parcours linguistique. Alors, ce que j'ai repris dans ce parcours, c'est essayer de retrouver, je me suis focalisé uniquement sur la notion de sujet. Et donc, j'ai établi un certain nombre, j'ai réécrit, si vous voulez, tout cela autour des différentes façons de considérer le sujet. Donc, ce n'est pas une chronologie à proprement parler du développement de la discipline et de ses différents courants, hein. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans chacune de ces catégories de sujets, il y a des disciplines qui apparaissent à des époques différentes. Donc, d'une part, on peut considérer qu'il y a un sujet insu, c'est celui de toute la tradition dont je viens de parler, linguistique, hein,
d'études sur la grammaire, de la philologie, ce qu'on appelait la philologie. Moi, quand j'ai commencé, on ne parlait pas de linguistique, on parlait de philologie, qui consistait à étudier l'histoire de la langue, hein, à voir comment la langue se transformait progressivement depuis le latin, les langues romanes, le français, etc. Et donc, dans cette tradition-là, il y a un sujet, simplement le sujet, c'est le sujet de la langue, le sujet dans la langue, hein, le sujet, quasiment on peut dire le sujet grammatical, hein, mais il est absent de l'acte de langage. Il n'y a pas de sujet acte de langage. La philologie, la grammaire, c'est qu'on décrit les systèmes de la langue, on voit son évolution, mais on ne s'occupe pas de l'acte de langage à proprement parler. Ensuite arrive Saussure, comme on dit, et avec sa distinction entre langue-parole. En fait, je pense qu'on peut mettre Saussure dans le cas du sujet insu, parce que même si lui-même considère que, si on peut considérer à travers ses écrits qu'il y a la langue sociale, hein, il y a un sujet porteur de la langue en tant que phénomène social, et que de l'autre côté, il y a un sujet usager de la parole, et que c'est par les modifications qu'il apporte à la parole que par effet de retour, la langue se transforme, d'où le rapport entre synchronie et diachronie. Il n'empêche qu'il n'y a pas de sujet acte de langage non plus chez Saussure. Et que le sujet usager de la parole, en fait, n'est là que pour expliquer les transformations de la langue comme phénomène social. Donc, c'est pour ça que je mettrai Saussure dans la catégorie de sujet insu. Alors, Chomsky, évidemment, en plus de ça, il l'a dit lui-même, hein, le sujet, c'est un sujet locuteur-auditeur idéal, c'est un pur opérateur cognitif qui passe des structures profondes par les séries de transformations à la performance de surface. Et donc, il n'y a pas non plus là de sujet, si ce n'est, je vous dis, ah oui, parce que évidemment, on peut dire, oui, si, il y a un sujet qui est un opérateur cognitif. Oui, d'accord, il y a un sujet opérateur cognitif. Mais ce n'est pas un sujet de l'acte de langage dans une situation particulière avec des, des interlocuteurs ou des lecteurs qui fait que tout acte de langage est en même temps un échange. Ensuite, le sujet du dire. Alors, dans le sujet du dire, évidemment, on va mettre Benveniste, hein, qui a été le premier à parler de l'homme dans la langue et à décrire le processus d'énonciation dont on est tous, dont on est redevable et puis avec notion avec laquelle on continue à travailler. Et quelqu'un comme Ducrot, qui s'inscrit d'ailleurs hein, dans la filiation de Benveniste, a développé tout ça avec tous ses travaux sur présupposés, sous-entendus, et vous savez qu'il a été un des premiers à faire une distinction entre un sujet locuteur et un sujet énonciateur. Ils ne sont pas tout à fait le même que ce que moi je propose, mais enfin, il a bien fait. Et d'ailleurs, dans le jeu, justement, présupposé, posé, présupposé, on voit très bien ce jeu entre le locuteur et énonciateur. Ensuite, oui, alors tout ça pour dire que dans le sujet du dire, hein, l'énonciation, c'est une sorte, d'ailleurs Benveniste lui-même le disait, hein, c'est une mise en fonctionnement de la langue hein, par un acte individuel d'utilisation. Donc on voit poindre quand même là la responsabilité d'un sujet individu hein, qui va opérer, qui va être euh, euh, au point de départ, si vous voulez, de cette mise en scène énonciative du langage. Ensuite, une catégorie qu'on peut appeler sujet-action, on peut vraiment dire que la pragmatique bon, elle est à la fois aussi dans le sujet du dire, mais elle est dans le sujet-action dans la mesure où, quand même, la pragmatique montre que, surtout de le dire comme ça, hein, que le langage est tourné vers l'autre. On pourrait considérer que chez Benveniste, il y a ça, mais ça n'est pas dit comme ça, et je pense que la pragmatique a apporté ce plus hein, en disant que, sans nier évidemment le processus d'énonciation, mais en insistant sur le fait que le langage est tourné vers l'autre avec
toute la théorie des actes de parole et des forces illocutoires et perlocutoires qui permet de travailler sur entre autres, les actes indirects. C'est ce qui fait que finalement, quand on est dans une filiation comme la nôtre en France, et qu'on a vu arriver les deux conceptions du sujet, du dire et de l'action, on a plaisir à les combiner, hein. On pourrait en faire, les mettre en rivalité, mais c'est un peu idiot de les mettre en rivalité parce que je crois qu'elles se complètent. La théorie de l'énonciation, sur certains points, est beaucoup plus fine que la théorie des actes de parole, mais la théorie des actes de parole a l'avantage de nous centrer beaucoup plus sur les effets directs ou indirects, que l'acte de langage peut produire. Et donc, voilà, on retrouve ça dans la performativité et dans le jeu de la définition de l'intentionnalité du sujet par Searle avec les maximes dont je reparlerai un peu plus. Ensuite, il y a un sujet acteur social. Alors, le sujet acteur social, enfin, ce qu'on peut appeler le sujet acteur social, nous vient du courant variationniste, d'abord de Leibov aux États-Unis, et puis ensuite qui a été repris par d'autres, dont on pourrait penser que au départ, hein, il était un peu dans la filiation de la dialectologie, dans la mesure où la dialectologie montrait les variations d'usage d'une langue en fonction des lieux géographiques, hein, par exemple. Bon. Mais le variationnisme a apporté quelque chose de plus, c'est qu'il s'est beaucoup plus focalisé sur la position sociale des acteurs dans des situations de communication, des situations d'échange. Et c'est ça qui a permis que se développe une sociolinguistique, et une sociolinguistique qui s'est orientée vers une axiologisation de la langue, parce que des usages plus particulièrement, parce que elle décrit les caractéristiques justement de ces variations avec la valeur qu'elles prennent, la place qu'elles prennent dans un groupe social, dans une société ou dans des sociétés beaucoup plus larges, et qui a fait parler chez Bourdieu et d'autres d'un marché linguistique ou d'un marché de la parole. Et puis, il y a le sujet de l'interaction. Je dirais que c'est le sujet de l'interaction qui prend le mieux en compte le rapport je-tu et les effets de retour que produisent le rapport je-tu. Pour moi, c'est très important. C'est là, d'ailleurs, je pourrais dire que j'ai appris le plus et qui m'a conforté dans cette idée que euh, il n'y a pas d'acte de langage sans autre, mais sans autre, comment dire, actif. Et quand on vous dit que la force illocutoire ou perlocutoire est tournée vers l'autre, elle ne dit pas nécessairement ce que l'autre va en faire. Tandis que là, dans une perspective interactionniste, on est obligé à tout moment de prendre en considération la réaction de l'autre, qui fait que par effet de retour, ce que dit je, si on retombe sur la problématique de l'intentionnalité, n'a de sens qu'en fonction de la réaction du tu et ne peut pas avoir de sens uniquement par ce qu'on pourrait appeler l'intentionnalité du jeu. Donc il n'y a pas d'intentionnalité du jeu sans réaction du tu. Et puis un sujet sociologique que je distingue du sujet sociolinguistique, c'est-à-dire que c'est le sujet, vous savez, qui est né à partir du moment où des sociologues en tant que tels, comme Goffman et d'autres, hein, se sont intéressés au phénomène de langage, donc avec un regard plus extérieur, un regard vraiment de sociologue. Et je pense que la fameuse notion de cadre d'expérience apporte à son tour quelque chose aux sciences du langage qui est de nous obliger à prendre en compte ce qui est en dehors de l'acte de langage lui-même.
et qui va avoir une incidence sur la façon de produire l'acte de langage. Donc je reparle donc de cette filiation de goffmanienne, puis que l'on retrouve chez d'autres, chez Gumpers, etc. Et à cette occasion-là, je me permets de faire une critique du sceptron de Bourdieu. On rappelle que Bourdieu considérait que, finalement, d'ailleurs, il a fait une critique des actes de parole, etc. Parce que à partir du moment où on a le pouvoir, le sceptron, peu importe ce qu'on dit, on garde la position de pouvoir. Alors là, c'est nier complètement ce que peut être les effets de langage, parce que par l'effet de langage, premièrement, on peut légitimer une position de pouvoir, la renforcer, on peut la délégitimer, et puis si on prend en considération l'autre, eh bien le rapport de force peut s'inverser, et donc rien n'est joué par avance, même si effectivement une position de pouvoir intervient dans l'effet que va produire un acte de langage. Et alors donc, on en arrive au sujet du discours. Ben, on pourrait dire que le sujet du discours, bon, on reprend tout ça. Oui, en fait, bon, il faut se rappeler quand même que pour ce qui concerne le contexte français, au départ, l'analyse du discours était l'analyse du discours comme idéologie, à partir du marxisme repris par Althusser et mis en musique discursive par Pêcheux, avec cette caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de sujet finalement, parce que, enfin, il n'y a pas de sujet. Si, il y a un sujet, mais il est complètement illusoire. Il est surdéterminé par la prégnance idéologique qui peut lui tomber dessus. Et c'est ce qu'il appelait l'effet Munchausen, vous savez, de ce baron, le baron de Munchausen, qui se prenait lui-même par le cou et se disparaissait euh, dans les stratosphères donc laissant l'illusion de son existence. Ensuite, on connaît aussi le courant de la critique, le discours comme critique du pouvoir, de la Critical Discourse Analysis, à l'origine de laquelle se trouvent Fairclough et Van Dyck, et où l'on peut considérer que le sujet, c'est une institution de pouvoir. Alors, c'est une position un peu proche de la précédente, mais quand même avec une vision particulière qui l'amène à travailler sur des corpus et des objets bien définis. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'est arrivé à un moment donné, enfin, est réapparu, si vous voulez, à travers l'argumentation, la rhétorique, dans sa tradition perelmanienne et que, vous savez, reprend le groupe d'analyse des discours et argumentation de Tel Aviv, autour de Ruth Amossi, et qui fait que on est obligé, enfin, on ne sait pas qu'on est obligé, c'est qu'on prend aussi comme élément d'analyse et de description des faits de discours ce qui renvoie à l'argumentation. Moi, je considère qu'il y a eu un tournant dans cette histoire-là, qui est le numéro de Langage 117, qui s'est fait à l'initiative de Dominique Minguenot, qui date déjà de 1995, et où on a pu voir à cette occasion que, en fait, parce qu'il y avait, il faut le reconnaître, la prégnance très forte d'un certain courant, ce qu'on appelait le courant des discours à la française, et qu'à partir de ce moment-là, on a vu qu'il y avait plusieurs courants et plusieurs types de réflexions à l'intérieur de l'analyse du discours. Alors, le sujet parlant dans les sciences humaines ces parcours amènent à se poser un certain nombre de questions. L'une, c'est comment articuler les nous, en sachant que dans le nous, on peut entendre deux choses. Il y a un sujet social et un sujet collectif. Et ça n'est pas la même chose parce que le sujet social est toujours une abstraction, alors que le sujet collectif, c'est un groupe. Et donc, on peut déjà commencer à travailler et à voir quelle différence il peut y avoir entre un nous sujet social et un nous sujet collectif. Et ensuite, le travailler en rapport avec ce que sont les jeux.
Ensuite, une autre question qui se pose, c'est celle qui nous a été amenée justement par le point de vue de la sociologie du langage, hein. C'est quel est le rapport entre un externe de l'acte de langage, un externe communicationnel, de la situation de communication, et l'interne du langage, quel type de rapport, quel type d'incidence, d'influence il peut s'établir entre les deux. Et puis, comment se fait l'axiologisation des contenus, et entre autres, la place de l'idéologie que, pour ma part, je présenterai d'une certaine façon. Donc, autour de ces questions, mon souci n'est rien d'autre que celui d'opérationnaliser donc ce qu'on appelle le conditionnement de l'acte de langage, en considérant que, contrairement à ce qu'on a dit pendant longtemps, il n'y a pas qu'un seul type de conditionnement, il y a deux types de conditionnement. Il y a un conditionnement strictement communicationnel qui tient aux caractéristiques de chaque situation de communication, et puis évidemment le conditionnement par les discours circulants, hein, que l'on retrouve, que l'on rassemble dans les contextes, l'interdiscours, etc. Ensuite, essayer d'opérationnaliser le processus d'individuation du sujet, donc entre ce sujet social et ce sujet collectif, qu'est-ce qu'on peut dire de l'individuation du sujet, ce qui nous renvoie à deux types de problématiques, à savoir la problématique de l'identité, donc de l'identité du sujet, comment caractériser l'identité du sujet, et la problématique des stratégies discursives qui seraient de la responsabilité du sujet s'individuant. Et puis opérationnaliser le à propos de quoi on parle, qui nous renvoie à une problématique de la construction des savoirs et des imaginaires sociaux. Voilà, ce sont donc les parties suivantes qui font l'objet de cette deuxième partie de mon travail. Alors, ce que je vais essayer de vous dire rapidement, j'ai trois grands concepts, si vous voulez, celui de contrat de parole et contrat de communication, celui alors qui est du côté du sujet social, le contrat pardon, la notion donc d'individuation du sujet avec celle des stratégies discursives, et puis la notion d'imaginaire social. Alors, simplement dire d'abord, pour qu'on ne pense pas qu'on est seul à imaginer des notions, d'où vient l'idée du dédoublement, parce que vous savez que je dédouble en quatre sujets, hein, responsables de l'acte de langage ou inclus dans l'acte de langage. Je vais reprendre après. Donc, il y a un certain nombre de filiations. D'abord, le sujet opérateur de l'énonciation de Bavelis, hein, le fait que du coup, par la pragmatique des actes de parole, on est obligé enfin, tout acte de langage, le sens de tout acte de langage ne se trouve pas dans son explicite, mais dans un jeu entre l'explicite et l'implicite. L'intentionnalité de Searle et Gumpers avec les maximes, etc., qui oblige à être dans un processus de reconnaissance de l'intention de l'autre. Et puis, qui tient à l'époque dont j'ai parlé tout à l'heure, le modèle romanesque de la sémiotique, avec Barthes, Genette et Umberto Eco, hein, qui faisait une distinction, et comme moi j'avais beaucoup travaillé sur la distinction entre auteur et narrateur, qui permettait d'être étendu, hein, à tout acte de langage, où je retrouve d'ailleurs en partie la différence entre locuteur et énonciateur de Ducrot. Alors les conséquences de cela, c'est justement qu'on a affaire à un double sujet. Je propose cette distinction entre un jeu personne et un jeu personnage. Le jeu personne étant le sujet communiquant en dehors de l'acte de langage, le sujet de la personne physique avec sa pensée, ses idées, etc. Et puis le jeu personnage qui est à proprement parler l'énonciateur. Et de l'autre côté, un tu destinataire que parfois on appelle allocutaire sans bien préciser que l'allocutaire n'est pas exactement le récepteur, etc. C'est pour ça que je propose bien une distinction entre un tu destinataire et récepteur.
Le tu destinateur, c'est celui qui est construit par le je, personne et personnage à la fois, sujet communicant et énonciateur, alors que le tu récepteur est extérieur à l'acte de langage et c'est lui qui est en position de sujet interprétant qui va par effet de retour construire du sens dans ce qu'a dit le sujet communicant et énonciateur. Deuxième conséquence, c'est que c'est la distinction entre sens et signification. Hein. Un sens hors contexte qui ne tient pas compte de l'existence des sujets et un sens en contexte qui tient, que l'on appelle la signification et qui est sous la responsabilité de ces quatre sujets. Et puis, la conséquence de ce qu'il y a un double effet dans la construction du sens dont il faut tenir compte, à savoir les effets visés par le sujet locuteur qui ne correspondent pas aux effets produits par le sujet interprétant et dont la rencontre fait que toute signification est le résultat d'une co-construction de sens. Alors, donc, première notion, le contrat de parole. Alors, j'ai longtemps hésité et finalement, j'utilise les deux termes, contrat de parole ou contrat de communication. Je m'en explique dans le livre. Là aussi, il y a un certain nombre de filiations. D'abord, la problématique des genres du discours. C'est pour ça que je propose finalement de définir le genre à travers la notion de contrat. Mais ce que dit le genre, c'est que les genres de discours, c'est que on est dans un rapport de reconnaissance d'un certain type d'échange, qui fait que je ne vais pas confondre un texte publicitaire, un texte de genre publicitaire et un texte de genre politique ou de genre littéraire ou genre romanesque, etc. Donc, effectivement, le contrat se trouve dans cette filiation des genres de discours. Dans la problématique de l'interactionnisme, et là, j'ai, pour ce qui me concerne, beaucoup travaillé avec les psychosociologues qui se sont intéressés au langage, à une certaine époque, c'est dommage, ils ont disparu pratiquement. Enfin, en tout cas, disons qu'ils sont beaucoup plus discrets. Et qui fait que vraiment le travail des psychosociologues, justement, sur les notions de stratégie et autres, a été a apporté énormément de choses en ce qui me concerne pour à la fois le contrat de parole et en même temps les stratégies discursives. Et puis, l'étude des médias, sous l'influence d'ailleurs de l'Infocom, parce que l'Infocom s'intéressait au discours des médias, enfin aux phénomènes de médiation, tous les phénomènes de médiation, et avec l'apparition de cette notion de dispositif. Je précise tout de suite que ce n'est pas le dispositif à la Foucault. Dispositif qui fait que selon le type, par exemple, quand on travaillait sur la télévision, ben, on voyait bien que selon que l'on avait affaire à un journal télévisé, que l'on avait affaire à un débat, que l'on avait affaire à une interview, un entretien, etc., les dispositifs eux-mêmes avaient une incidence extrêmement importante pour comprendre le sens des échanges. Et puis, je ramène là la sociologie du langage avec les modèles ethnographiques à la Delhaims, les cadres d'expérience à la Goffman, qui permettent de prendre en compte cet externe du langage. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi le terme de contrat, qui n'est pas très bien accepté par le monde universitaire intellectuel parce qu'il sent son commerce. Ben, le contrat, évidemment, il faut le prendre de façon métaphorique. Hein. Contrat, c'est un principe de reconnaissance hein, qui lui-même repose sur les postulats d'altérité et de régulation qui caractérise tous les échanges langagiers. Hein. Donc, il faut qu'on puisse reconnaître sur un peu quelle orbite on est, si vous voulez le dire de façon vulgaire. Et donc, on est obligé de prendre en considération les contraintes socio- et communicatives, hein, qui consistent à s'interroger sur l'identité des partenaires, qui parlent à qui, avec quelle finalité d'échange, hein, quel est l'enjeu de l'échange, et dans quelles circonstances physiques, c'est-à-dire justement dans quel type de dispositif. Et c'est tout cela qui est à la base de la construction des corpus.
Maintenant, on peut me demander pourquoi contrat et pas scénographie. Vous savez que scénographie a été bien définie et développée par Dominique Magno. Je m'en suis expliqué dans l'ouvrage qui a été fait en son hommage sous la direction de Johannes Angermüller, pour expliquer que finalement, c'est de la scénographie, le contrat de communication. D'ailleurs, des fois, j'utilise aussi même ce terme-là, hein. Mais il me semble que dans la notion de scénographie, il manque l'aspect interactif, qui est d'ailleurs réel ou imaginé, hein, et le cadre d'expérience. La scénographie montre quel est le, le, le cadre de la mise en scène langagière elle-même, de la mise en énonciation. Effectivement, c'est ça la scénographie. Mais je ne, et donc je ne, et il n'évoque pas suffisamment, cette notion n'évoque pas suffisamment le phénomène interactif qui me semble si important et qui permet de comprendre quelle est la différence entre les effets visés, les effets produits et le jeu de retour de l'un sur l'autre. J'avais un exemple, je ne le donne pas pour l'instant, peut-être que je donnerai dans la discussion pour continuer à avancer. Donc, le deuxième chose, deuxième aspect, c'est celui de l'individuation du sujet. C'est-à-dire que je considère que le sujet existe à partir du moment où il a recours à la mise en scène langagière, toujours en situation d'interaction. Et alors là, je précise que quand je parle d'interaction, c'est pour ça que dans d'autres écrits, j'ai fait une distinction entre interaction et interlocution. Quand je parle d'interaction, je postule que tout acte de langage, écrit, oral, que ce soit une conférence pendant laquelle les autres ne prennent pas la parole, etc., est un acte d'interaction par, de façon imaginée. C'est-à-dire que quand j'écris, quand je parle, quand je fais une conférence, etc., je ne peux pas ne pas imaginer ce que pourrait être la réaction de l'autre, que ce soit un lecteur ou que ce soit un interlocuteur, etc. Donc, quand je parle d'interaction, je ne parle pas l'interlocution fait partie de l'interaction, mais l'interlocution, c'est le moment concret où on a deux sujets en présence l'un de l'autre qui échangent la parole. Alors, d'où vient cette notion de stratégie? D'abord, elle est dans la problématique de l'intentionnalité, hein. Finalement, quand on parle des maximes que, pour moi, sont pas, enfin, c'est pas des notions que moi j'ai utilisées, euh, mais bon, on pourrait en discuter. Mais quand même, il y a cette idée de stratégie dans la problématique de l'intentionnalité, beaucoup plus chez Gumpers d'ailleurs que chez, il manque un Z, que chez Searle, hein. Ensuite, problématique de l'interactionnisme sous l'influence de la psychologie sociale, je l'ai dit tout à l'heure. Et l'étude des médias sous l'influence de l'infocom, avec le fait que dans un même dispositif, on puisse avoir des comportements des individus différents, ce qui met en évidence, du coup, leur stratégie à l'intérieur d'un même dispositif. Les finalités, je les ai distinguées en trois types de stratégies. Les stratégies de légitimation, celles qui donnent le droit à la parole, à la régulation dans la relation entre deux personnes. C'est au nom de quoi je parle et qu'est-ce qui me donne droit à parler, hein. Donc légitimation, délégitimation. Bon. La stratégie de crédibilité, qui est toute la problématique de l'éthos, hein. Il faut postuler que l'on veut être compris. Et puis la stratégie de captation, hein, dans laquelle on retrouve la tradition rhétorique du logos et du pathos, puisqu'on peut aussi capter par le logos et par le jeu des émotions. Alors, ça permet, par exemple, bon, là, ce sont des choses que j'ai travaillées dans mon ouvrage sur la manipulation de la vérité, sur le différents discours propagandistes et particulièrement le discours populiste, qui sont mes derniers ouvrages, et dans lequel
cette distinction entre les différents types de stratégies, légitimation, crédibilité, captation, permet d'expliquer comment s'établissent les rapports de force dans une société et surtout comment les rapports de force peuvent être inversés. Hein. C'est-à-dire que on sait qu'il y a une dominante de la domination, mais il faut tenir compte du fait que la domination est un résultat d'un certain rapport de force. Il ne faut pas dire que ce qui est au fondement, c'est le rapport de domination. Ce qui est au fondement, c'est le rapport de force. Et le rapport de force peut se conclure par un rapport de domination où il y a un dominant et dominé, mais il peut être inversé, à savoir que le supposé dominé peut devenir dominant ou peut contrecarrer l'action du dominant, etc. Et donc, en utilisant ces différents types de stratégies, on voit bien, on peut faire des espèces de typologies des rapports de force. C'est ce que j'ai étudié dans ces différents ouvrages. Et puis enfin, le dernier aspect, c'est celui des imaginaires. Alors, c'est pareil, il faut se demander d'où vient la notion d'imaginaire. Alors, d'abord, il faut quand même rappeler que Aristote a beaucoup travaillé sur la question de la doxa, hein, qui renvoie à cette notion d'imaginaire, hein, comme phénomène de représentation sociale. Hein. Ça vient aussi d'une problématique anthropologique dans laquelle on trouve les récits, les mythes et les légendes qui permettent de comprendre l'organisation des sociétés. Foucault qui le précise, hein, en disant que l'homme convertit en discours son expérience, et le terme à proprement parler d'imaginaire qui a été bien défini par Castoriadis comme imaginaire social et qui permet de penser que l'imaginaire social peut être utilisé pour définir les imaginaires socio-discursifs dont je vais parler. Alors, cette question d'imaginaire nous plonge dans une problématique qui est la problématique de la construction du savoir comme représentation du monde qui est organisée en système de pensée, hein, ce qu'on appelle le réel signifiant. C'est-à-dire que la postulation, en l'occurrence, c'est que la réalité ne signifie pas, ce n'est qu'en parlant la réalité qu'on la fait accéder au réel via les représentations sociales. D'ailleurs, si on y pense bien, c'est déjà la définition du signe linguistique de Saussure. Rappelez-vous que Saussure disait bien que le signifié qu'on appelait le concept n'est pas la réalité elle-même. Le signifié est une conceptualisation de la réalité. Et il donnait tout un tas d'exemples pour montrer que la neige, selon les lieux géographiques où on se trouve, va être désignée par des mots différents et donc prendre des significations conceptuelles différentes, hein, selon les mots que l'on utilise. Autrement dit, donc, ce n'est pas la réalité. Une table, elle a sa réalité physique, mais à partir du moment où je dis une table ronde, ou bien je vais acheter une table ronde, hein, eh bien, à travers cet acte de langage, je la fais signifier dans mes représentations sociales qui dépendent évidemment du milieu dans lequel je vis. C'est ça qui permet d'établir une. Alors là, j'ai fait un long développement, hein, sur la différence entre savoir de connaissance et savoir de croyance, dont le critère est que dans le savoir de connaissance, c'est le monde qui s'impose au sujet, au jeu. Son savoir ne lui vient pas de lui-même, mais d'un extérieur. C'est-à-dire que si je sais que c'est non pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du Soleil, euh, eh bien, c'est une connaissance, certaine connaissance du monde qui a été parlée d'une certaine façon et qui s'impose à moi. Alors que dans le savoir de croyance, c'est moi-même qui me construis mon savoir et qui l'impose au monde. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'opinion. Et ça, c'est ce qui m'a permis d'étudier un certain nombre de figures du savoir longuement étudiées, que l'on peut nommer théorie, doctrine, idéologie, opinion, doxa, stéréotype, etc. Bon, là, évidemment, il faudrait que je puisse avoir le temps, mais ce n'est pas le cas.
parce que je veux terminer sur cette affaire d'imaginaire. Et donc, tout cela converti en imaginaire socio-discursif. C'est-à-dire que c'est dans l'espace d'interdiscursivité, c'est-à-dire de la circulation des discours et de cette interdiscursivité, que se construisent les représentations sociales, toujours plus ou moins axiologisées, et qui fait que on peut considérer qu'il y a différents niveaux d'imaginaire socio-discursif. Un niveau transculturel, chaque fois que les discours s'intéressent aux questions de conditions humaines, de destinée, de transcendance. Un niveau socio-culturel qui renvoie aux représentations que l'on se fait dans un groupe particulier sur le corps, les relations sociales, le temps, l'espace. On sait très bien que selon les cultures, la représentation du temps n'est pas la même, de l'espace n'est pas la même, des relations sociales ne sont pas les mêmes. Et ce qui en témoigne, ce sont les actes langagiers, hein, c'est-à-dire par les discours que l'on montre quelles sont les différences entre ces représentations concernant le corps, les relations sociales, etc. Et puis il y a un niveau socio-institutionnel qui est celui de la façon dont les discours parlent du pouvoir, de la démocratie, du travail, etc. Et en tenant compte du fait qu'il y a la plupart du temps des jeux d'influence réciproque entre ces différents niveaux transculturels, socioculturels et socio-institutionnels. Alors, pour terminer, je dirais que ce que moi je fais, en tout cas, c'est que je, je pars d'un corpus intertextuel, c'est-à-dire que j'essaye de ne pas avoir d'a priori sur la valeur des discours qui circulent. Je pars d'un corpus intertextuel. Je suis amené parfois à analyser des matrices discursives de systèmes de pensée. Par exemple, c'est ce que j'ai fait à propos du discours populiste, où j'ai analysé la matrice discursive du discours de gauche et la matrice discursive du discours de droite. Voilà. Et puis ensuite, voir à quel type de figure de savoir, dans quel type de figure de savoir elles s'inscrivent. Si on peut dire qu'on a affaire plutôt à une théorie, qu'on a affaire à une idéologie, qu'on a affaire à une opinion, etc. Voilà. C'est ce que j'ai montré, entre autres, dans le dernier livre sur le discours populiste. Et là, je n'ai pas non plus le temps d'en parler, et je termine maintenant. Mais le travail que j'ai commencé à faire avec d'autres sur les crises sociales mobilise la totalité de ces composantes en tenant compte de contrats de parole et des stratégies. Alors on peut terminer en se posant une dernière question, c'est les imaginaires socio-discursifs ont-ils une réalité? À quelle réalité ils correspondent? Ben, je reprends le Foucault de ces derniers cours qui ont été publiés post-mortem, où il dit des choses très très intéressantes, mais qui sont déjà dans les mots et les choses, d'ailleurs. Le si n'est pas un constituant élémentaire du discours, il en est le produit élaboré. Autrement dit, les mots sont porteurs de représentations qui se constituent en savoir de connaissance ou de croyance, mais qui ont peu de prise sur la réalité empirique. Finalement, c'est ce que l'on voyait tout à l'heure, la différence entre réalité et réel. C'est-à-dire que c'est dans la mesure où on construit ces réels à travers les discours, les savoirs de connaissance et de croyance, il n'est pas sûr que ça puisse avoir une incidence sur les réalités empiriques. Et alors, il a donné tout un tas d'exemples. C'est par exemple le mot race est porteur à travers différents discours de divers imaginaires socio-discursifs, mais indépendamment de la génétique, n'a pas nécessairement d'effet sur la génétique. Le mot genre est porteur de divers mots. Quand je dis le mot genre, c'est le mot genre dans les discours,
est porteur de divers imaginaires plus ou moins axiologisés, mais indépendamment, et on n'est pas sûr que ça ait une incidence sur la réalité biologique. Les mots arabes, juifs, noirs sont porteurs de divers imaginaires plus ou moins axiologisés et indépendamment de la réalité ethnique. Mais je vous laisse sur cette dernière réflexion de Foucault qui dit qu'il y aurait une tendance de nos jours à considérer que tout trouve sa possibilité dans le discours. L'expérience, la réalité, l'existence, la subjectivité et l'être ne sont rien d'autre que des figures discursives. Voilà. Donc, je pense que on peut maintenant. Merci beaucoup, Patrick, pour ce parcours vaste et novateur. Tu présentes un modèle qui a une grande ambition intellectuelle pour repenser voilà, la production du sens comme une activité centrée autour du sujet, ce qui est sans doute une idée controversée, au moins en France. On a le moment pour des questions. Je peux peut-être commencer avec une ou deux questions, si vous Oui, voulez. Euh, En fait, je trouvais extrêmement intéressant et inspirant ton parcours intellectuel. On voit bien en fait l'enjeu de la question que tu poses. Et, juste comme observation, et c'est pas du tout une critique, c'est juste une observation. euh, c'est un parcours, un récit, voilà, de la libération du sujet de ces contraintes épistémologiques traditionnelles qui a pas mal de sens en France avec ces traditions épistémologiques structuralistes en sociologie et aussi en linguistique. Et bien sûr, si on part d'autres traditions épistémologiques britanniques, américaines ou allemandes, euh, le récit sera peut-être un peu différent parce que là, on a l'idée de l'acteur qui est beaucoup plus établie avec une tradition beaucoup plus élaborée. Et il y a aussi voilà, toutes sortes de critiques à propos de ces traditions non françaises portées envers de l'humanisme, de l'individualisme, du libéralisme. Et donc, ce serait intéressant voilà, de voir la présentation de l'espace individuel dans ce contexte. Mais c'est juste voilà, pour dire combien c'est intéressant et bien ficelé et bien voilà, instructeur. La question que j'aurais, c'est quelque chose précisément pour répondre ou pour poser la question de ce que tu dis à la fin, à propos de la dimension empirique. Et c'est peut-être pas une question à toi personnellement, mais à la discipline, à la linguistique ou aux sciences du langage. En fait, je vois bien que ce que tu proposes, c'est un modèle, une théorie du discours qui part voilà, de cette idée du sujet parlant comme instance voilà, centrale, créatrice. Et donc, je vois bien que c'est une contribution pour renouveler les théories. Et je me demande quel serait l'intérêt empirique d'un tel voilà, projet. Est-ce que euh, tu prendrais comme objet, par exemple, la production du sens, les discours comme objet discursif pour les étudier de façon systématique ou pas systématique, de manière analytique ou pas analytique. Donc, c'est quoi le centre de focalisation empirique euh, de la linguistique telle que tu la conçois? Ben,
je dirais que sans théoriser cet aspect empirique, je dirais que c'est ce dont témoignent comme je le disais au début, hein, j'ai travaillé longtemps sur des objets et puis bon, je réfléchis en même temps sur les concepts. Mais tout le travail que j'ai fait, et surtout qu'on faisait d'ailleurs dans le cadre du centre d'analyse des discours, on a fait dans toute la première période qui était sur les médias, parce que vraiment on a traversé les médias dans tous les sens, la presse écrite, la radio, la télévision, on a beaucoup travaillé aussi sur la télévision. Je dirais qu'il y a, d'ailleurs, ça s'est élaboré à ce moment-là, cette fameuse opérationnalisation dont je parle, elle s'est élaborée au fur et à mesure que l'on travaillait sur ces objets. Donc, je dirais que c'est cet aspect-là de se confronter en permanence, de s'interroger. Je donne un exemple d'ailleurs assez intéressant, même si j'étais pas, il y avait des collègues qui travaillaient plus sur l'image. Et à un moment donné, ils se posaient la question, par exemple, puisque on avait toute la théorie de l'énonciation, les différentes modalités énonciatives, les modalités renvoyant au jeu, renvoyant au tu, de probabilité, de doute, etc. Enfin, toutes ces modalités-là. Se demander si on pouvait l'appliquer dans le domaine de la mise en scène de l'image et par le jeu des focalisations, des positions de caméra, etc., on pouvait dire qu'il y avait une énonciation de type probabiliste ou de type certif, d'affirmation, des choses comme ça. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que c'est ça. Et quand je travaillais sur le discours populiste, par exemple, ou chaque fois que je travaille sur le discours, eh ben, là plus récemment, parce que là, par exemple, je suis beaucoup plus en ce moment sur le discours humoristique. Bon, le discours humoristique, c'est pareil. Il n'y a pas un discours humoristique. Il y a du discours humoristique selon les dispositifs dans lesquels on se trouve, qui fait qu'on ne peut pas juger de la même façon quelqu'un qui, dans un rapport entre supérieur et inférieur, se permet de faire un jeu de mots qui peut paraître humiliant à l'autre, etc. Ou bien un humoriste qui, sur scène, dit, comme à un moment donné, des proches, dit, tiens, on m'a dit qu'il y avait des juifs dans la salle. Bon, ben, ça, je dirais que ce qui fait l'aspect empirique de la chose, c'est la prise en considération, justement, de toutes ces caractéristiques de la situation à travers le dispositif, qui parle à qui, dans quel moment, etc., quel est l'enjeu, etc., et qui fait que on ne peut pas interpréter on m'a dit qu'il y avait un juif dans la salle de la même façon que si moi j'arrive dans une réunion et je dis on m'a dit qu'il y avait un juif parmi les... Bon, voilà. Donc je botte peut-être un peu en touche, mais si tu veux, c'est comme ça que je vois la retombée empirique de tout ce travail-là, quoi, de toute cette conceptualisation et de ces concepts. Voilà, si tu permets, là, je pourrais donner cet exemple que j'avais prévu de donner, que je n'ai pas donné tout à l'heure, qui me paraît très, très emblématique de ça. Je l'explique hein, d'ailleurs dans le livre, c'est l'affaire Guerlain. Bon, Guerlain, qui est celui qui a fabriqué les parfums et eau de toilette, hein, qui est interviewé un jour à la télévision par Élise Lucet, une journaliste, et qui lui demande pourquoi, enfin, qu'est-ce qui lui a donné l'idée de faire des parfums. Et il raconte, il dit, bon, ben voilà, j'étais jeune, j'étais amoureux d'une femme, je voulais trouver un moyen de la séduire en trouvant des parfums, etc. Et alors, vous ne pouvez pas imaginer, j'ai travaillé comme un nègre. Bon, enfin, je ne sais pas si les nègres travaillent beaucoup. Bon, alors évidemment, il y a eu procès. Et ce qui est intéressant, c'est de voir non pas la jurisprudence, mais la décision qui a été prise par les juges, qui finalement étaient bons linguistes en l'occurrence, parce qu'ils ne l'ont pas condamné pour la première partie de sa réflexion, j'ai travaillé comme un nègre, mais pour la seconde. Car la caractéristique de j'ai travaillé pour un nègre, étant donné que linguistiquement, c'est ce qu'on appelle une expression toute faite, dont la caractéristique est que les éléments d'une expression figée
perdent de leur force sémantique au profit du sens global de j'ai beaucoup travaillé. Sauf que dans la deuxième partie, il dit je ne sais pas si les nègres travaillent beaucoup, ce qui défige la première expression et redonne à nègre un sens beaucoup plus fort et qui est un sens très, très fortement axiologisé. Donc, ils l'ont condamné, et ils l'ont condamné, il le précise bien, pour la deuxième partie de son expression. Et moi, j'aurais rajouté quelque chose, c'est que c'est parce qu'il l'a dit à la télévision, c'est-à-dire lieu de parole publique. Car si ça avait été dans une conversation avec la Élise Lucet au coin d'un bistrot, d'un comptoir de bistrot, etc., ça n'aurait pas non plus eu le même sens. Donc là, on voit bien comment finalement ces notions-là permettent d'analyser empiriquement les situations. Excuse-moi, j'étais un peu long dans ma réponse. Si je peux réagir, et en fait, c'est un espace ici tout à fait ouvert pour tous, hein, pour poser des questions, comme l'a dit Christine. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole si y en a d'autres. Pour l'instant, je profite de ce moment précieux pour continuer cet échange. Ce que je vois en sciences du langage, c'est une division du champ entre deux visions de l'empirique. Il y a une première vision qui vient des sciences naturelles, des sciences sociales, qui propose des outils pour étudier certains aspects du monde. Et bon, on peut penser par exemple à la linguistique du corpus. Voilà, on a un échantillon. Et l'idée, c'est de représenter l'opinion publique, hein, si c'est une notion qui existe, ou je ne sais pas, hein. Donc, et l'autre notion de l'empirique, c'est un peu ce que tu proposes, et c'est tout à fait établi en linguistique. On propose un cadre théorique euh, euh, qui nous guide dans nos analyses des exemples, des phénomènes langagiers, pour, pour nous révéler un peu des aspects du fonctionnement voilà, de comment voilà, le sens se construit, les relations se font, etc. Donc, c'est d'ailleurs une approche qu'on voit beaucoup en analyse du discours critique. C'est l'application des modèles de la SFL, par exemple, pour voilà, guider un peu l'analyse d'un matériau. Enfin, voilà, pour montrer certains mécanismes à partir des exemples individuels. Donc, la question serait comment tu passerais voilà, du caractère individuel de ces accents, de ces exemples, à quelque chose de plus général. Voilà, si on n'a pas d'autres questions, bien sûr, hein. Donc de toute façon, là, je m'arrête. Mhm. Ben, je ne sais pas, c'est bien d'avoir fait cette distinction entre ces deux aspects parce que moi, j'ai constamment navigué entre les deux. C'est-à-dire qu'à tout moment, d'ailleurs, j'avais à un moment donné, avec Mariafre, avait proposé de participer à un des numéros de Corpus où j'avais parlé du Corpus. Sous l'intitulé, c'est Dis-moi quel est ton corpus, je te dirai quelle est ta théorie. Bon, qui est une façon un peu rapide de dire les choses, mais qui témoigne cette préoccupation pour faire un va-et-vient constant entre les deux, parce que tout, toute notion, concept méthodologique, présupposé, etc., induit une façon, par exemple, de construire le corpus et que le corpus lui-même s'impose par moment et fait émerger justement des... Par exemple, on a un gros problème avec le corpus qui est la question des poupées russes, là, des enchâssements de poupées les unes dans les autres, hein.
est-ce qu'on peut parler d'un corpus télévisuel? Alors, à l'intérieur de ça, on peut dire qu'il y a plein de corpus. Le corpus des émissions des émissions de journaux télévisés, corpus des... Enfin, mais si je prends maintenant le corpus débat, ah, mais c'est qu'il y a des formes de débat différentes. Donc, à chaque fois, je suis obligé de me réinterroger sur les notions que je vais utiliser, du fait que je découvre que il y a des... Alors, comme pour moi, le corpus, il part du contrat de parole, eh bien, comme je m'interroge, quel est le contrat de parole dans cette émission de débat et dans cette émission de débat? Ah, ben, c'est pas le même. Donc, du coup, je suis obligé de me dire que je dois les analyser de façon différente. Voilà. Donc, c'est ça. De même qu'il y a un mouvement à la fois inductif et déductif, il y a toujours un mouvement entre le particulier et le général. Merci beaucoup. D'autres? Je pense que si Marc, tu veux dire quelque chose, il faut mettre le microphone. Et on commence avec les questions de Doua Bayomi dans le chat. Vous pouvez peut-être le dire? Allô? Oui, Est-ce qu'on est on vous encore... entend. Oui, on vous entend. On vous entend très bien, en tout cas. Alors, est-ce qu'on pose d'abord la question du chat avant que je pose une question à Patrick? Moi, je propose que Doua, euh, Oui, bonjour. 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 Alors, je remercie tout d'abord Monsieur Charoudot pour cette présentation vraiment très minutieuse et enrichissante. En fait, la séparation que Monsieur Charoudot a proposée entre la communication interne et externe me fait vraiment rappeler la typologie de Freud concernant le jeu individuel. Et ça m'amène à investiguer la possibilité d'intégrer dans le sphère de la communication interne le jeu du ça et du surmoi, qui est vraiment, je pense qu'actuellement, le conflit entre ces deux jeux devient si évident dans notre société et à mon avis, ce conflit devient une source de la dissonance identitaire. Et comme un jeu médiateur, c'est le jeu du moi qui va dans une communication externe où on peut trouver le jeu social et le jeu opérateur et le nous social et le nous collectif. Est-ce qu'on peut faire cette distinction ou pas? Et une deuxième question, je l'adresse à Monsieur Charoudot. C'est à votre avis, Monsieur Charoudot, est-il possible que le savoir de connaissance qui est configuré par les savoirs religieux, sociétaux, parentaux, culturels acquis durant l'enfance et peut-être l'adolescence peut manipuler le savoir de croyance embrayé par le jeu qui s'impose au monde, oui ou non. Et je vous remercie encore pour cette séance et cette rencontre si enrichissante. Merci. Merci bien, oui. Alors, bah, écoutez, je répondrai surtout à la deuxième question parce que la première, bon, comme tout le monde et surtout, bon, comme tout le monde, disons, il s'intéresse à la fois à la réflexion philosophique, à la réflexion en sciences humaines et sociales. Évidemment qu'on sait, qu'on a rencontré la psychanalyse, qu'on a rencontré Freud, Lacan et compagnie. Bon. Et pour ce qui me concerne, je fais une différence. Je ne veux pas entrer dans le domaine de l'inconscient. C'est un autre type de langage, c'est un autre univers, c'est un autre domaine. Bon, il y en a qui essayent de le ramener du côté du non-conscient. Moi, je fais la différence entre le non-conscient et l'inconscient. C'est-à-dire qu'on peut travailler, et l'analyse du discours peut travailler jusqu'au niveau du non-conscient. Parce que, par exemple, la dénégation, c'est un exemple parfait de non-conscient. C'est-à-dire que quand je fais de la dénégation, et d'ailleurs, j'ai travaillé ça dans mon livre sur la manipulation de la vérité, hein, c'est que je ne veux pas reconnaître ce que je sais, euh, mais si c'était nécessaire, je pourrais le reconnaître. Voilà. Donc là, je considère qu'on est dans le non-conscient. Mais l'inconscient est un autre univers où, en plus de ça, la parole est toujours déviée, toujours décalée, toujours plus ou moins en contradiction, etc. Donc, moi, voilà, je ne vais pas jusqu'à mettre la psychanalyse, bien que quand j'ai fait le parcours en philosophie, j'ai aussi rappelé que
la psychanalyse avait un type de sujet très compliqué. On pouvait se demander si c'était un sujet insu ou un sujet autre. Bon. En revanche, la deuxième question, alors la deuxième question, elle est en plein dans l'analyse que je fais justement dans toute la partie concernant les imaginaires, hein, et de la différence entre savoir de connaissance et savoir de croyance. Le, le discours religieux, la particularité du discours religieux, c'est qu'il est à cheval entre les deux. C'est que il fait partie, alors il est à cheval entre les deux. Pourquoi? Parce que le savoir de connaissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un savoir qui vous vient de l'extérieur. Hein. Bon, euh, la loi de la gravitation, par exemple, si je prends un objet dans la main, je lâche l'objet, je sais qu'il va tomber, je n'ai pas besoin de la loi de la gravitation, mais si on me dit que la loi de la gravitation explique ça, bon, je le prends comme tel. Hein. C'est un savoir qui me vient de l'extérieur. Le savoir de croyance, c'est celui que moi, je produis à l'intérieur de moi et toujours axiologisé, c'est-à-dire toujours en positif ou négatif. Hein. Bon. Alors, le savoir religieux, le discours religieux, pour une part, on peut dire que c'est un savoir qui vient de l'extérieur, puisqu'il y a des textes sacrés, puisqu'il y a un au-delà qui parle et qui s'impose à vous. Donc, ce serait un peu comme un savoir de connaissance. Sauf que il faut que j'adhère il faut que j'adhère à ce type de savoir. Ce n'est pas le cas du savoir de connaissance. Le savoir de connaissance, je le reçois. Dans un savoir de croyance, c'est que j'adhère ou je n'adhère pas, mais il faut en plus de ça que j'ai un mouvement d'adhésion à ce savoir. Donc le discours religieux se trouve à cheval entre les deux. Si vous êtes dans une culture, justement, où on ne fait pas, par exemple, de différence entre le religieux, le politique et le social, vous avez un mélange constant entre savoir de croyance et savoir de connaissance. C'est-à-dire que se met en place une doctrine, et la caractéristique de la doctrine, justement, c'est qu'elle devient savoir de révélation. Et le savoir de révélation, c'est un savoir auquel j'adhère ou je n'adhère pas. Ce qui fait que, en permanence, vous avez des mouvements d'entrecroisement dans le discours religieux entre savoir de connaissance et savoir de croyance. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ça va provoquer entre les groupes sociaux, entre les pays, ça va provoquer des conflits parce que justement, les deux sont intrinsèquement liés. Voilà ce que je peux vous dire sur votre deuxième question. Merci, Monsieur Charodou. Et on passe la parole à Marc. Alors du coup, Patrick, je reprends le flambeau pour te poser, d'abord te remercier de cet exposé qui déploie comment dire, toutes les hypothèses théoriques que tu as traversées, tous les, euh, je dirais tous les postulats dans les trois disciplines des sciences sociales si on met la philosophie, qui n'est pas une discipline de sciences sociales, mais en philosophie, en sociologie, en psychologie sociale, parce que je sais que tu as beaucoup travaillé avec Trognon, avec Guiglione à l'époque, etc., dans les années 80, 90. Ils ont disparu simplement parce Oui, qu'ils se sont retraités. c'est ça. On a eu Trognon qui est venu au séminaire il y a 5-6 ans, une ou deux fois. Et bon, je crois que c'est l'évolution des carrières universitaires et le passage à la retraite qui fait qu'il y a aujourd'hui moins de travail du côté du langage en psychologie sociale. La psychosociologie essaye quand même encore de travailler les questions de langage. Enfin, encore non, parce qu'elle ne l'a pas toujours fait, à part avec Castoriadis, que tu cites, mais on a sorti un numéro sur les pratiques discursives dans la nouvelle revue de psychosociologie avec donc dans la revue de Florent Juste des Prairies. Donc il y a des choses qui se font dans ce domaine-là, mais c'est pas pour ça que je voulais prendre la parole. Je voulais d'abord te remercier d'une part et d'autre part te demander comment
est-ce que tu peux un peu développer ta dernière slide? Parce que moi, elle m'interpelle un peu. Euh, Autant je comprends bien ce que tu trouves chez Foucault, du côté de l'énonciation, pour identifier le sujet dans les productions discursives. Euh, Chez Castoriadis aussi, je vois ce que tu cherches à trouver, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement quand tu mets en avant, on le voit bien sur les objets médiatiques sur lesquels tu travailles et communicationnels sur lesquels tu travailles, cette notion d'imaginaire sociodiscursif, elle est importante. Mais quand tu nous dis et tu nous laisses avec ça, euh, je, je- tu nous dis il y a peu de prise de ces imaginaires sociodiscursifs sur la réalité empirique. Tu nous dis le Maurras est porteur d'imaginaires indépendamment de la génétique. Oui, bien sûr, la génétique fonctionne dans sa dynamique génétique individuellement, complètement indépendamment, pardon, des discours. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans le travail d'élaboration de la recherche, des choses qui passent par le langage et qui permettent de regarder autrement le vivant et de l'expérimenter autrement, d'ouvrir des possibilités d'expérimentation, etc. C'est d'une certaine manière parce qu'on a décidé de dire à un moment que la Terre n'était pas plate et que la Terre était ronde, qu'on a appris à la voir aussi et qu'on s'est donné les moyens aussi de la voir, de la voir ronde. Tu dis le mot genre, indépendamment de la réalité biologique, a sa propre dynamique sociodiscursive. Oui, très bien, mais je comprends ce que tu essayes de faire, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de dualisme, du coup, qui est un peu hétérogène, hein, pour le coup, avec ce que tu disais sur la force pragmatique des discours, voilà, est-ce qu'au contraire, il ne s'agirait pas de montrer comment le discours traverse, recisèle ces imaginaires sociodiscursifs en permanence pour atteindre d'une autre manière la réalité, pour travailler la réalité, pour la transformer, pour la découper autrement et du coup la problématiser et la mettre en acte différemment. Voilà. Ma question, c'est un peu là où tu arrives au terme de ta réflexion, je dirais, sur l'histoire de ta recherche et sur, finalement, un peu sur les épistémologies auxquelles tu t'es adossé. Euh, Cette phrase même de Foucault, tout de nos jours trouve sa possibilité dans le discours. Oui, bien sûr, on est tout à fait d'accord, mais quelle est la portée, je dirais, pragmatique de cette phrase et globalement d'une analyse argumentative, d'une analyse de discours appliquée à comprendre des dynamiques sociales? Voilà. Bon, eh ben, écoute, je suis content de ton intervention parce que ma dernière diapo, disons, était animée d'un esprit un petit peu pervers parce que ce n'est pas du tout que j'adhère à ça. Je veux dire, je voulais mettre ça comme réflexion euh, ouverte sur une position qui est exactement ce que tu viens de décrire. Pour ce qui me concerne, ma position, c'est que même... Alors, attends, c'est un peu compliqué parce que, voilà, on va partir du fait que, effectivement, le, les, les différents discours que l'on peut produire, par exemple, sur la race, seraient indépendantes des distinctions ethniques, par exemple. Bon. Moi, ce qui m'apparaît, surtout qu'une fois au CNRS, on avait fait une rencontre avec des gens de biologie à partir de ce... Tu n'étais pas là, non, je crois pas.
à partir de cet article qui avait été fait dans Le Monde entre Nancy Houston et un biologiste qui faisait un article pour dire que les sciences du vivant et les sciences humaines, sociales, devaient collaborer. Bon. Et le journal avait intitulé Il n'y a pas de race. Alors évidemment, ça a provoqué une polémique. Et donc, on a fait une réunion entre ces différentes personnes. Et on s'est aperçu que du côté des biologistes, eh bien, il y avait des secteurs très, très différents qui avaient un point de vue différent sur ce que pouvait être l'éventuelle notion de race. Il y avait les généticiens, il y avait les phénotypiciens. Alors, les généticiens disaient, bon, ben, vous savez, écoutez, finalement, on partage avec tous les êtres vivants 90% des gènes, etc. Bon. Alors, les phénotypiciens, eux, arrivaient et disaient, ben oui, mais enfin, il y a quand même des différentes couleurs de peau. Et alors, donc, du coup, leur imaginaire sur cette notion de race, qui travaillait sur la peau, ne pouvait pas être le même que l'imaginaire des gens qui travaillaient sur la génétique. Bon. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est indépendant? Je ne sais pas. Moi, mon point de vue, ce qui m'intéresse, c'est l'imaginaire que l'on construit. Alors, toi, tu vas plus loin et tu poses la question qui évidemment m'interroge, mais là, je ne vais pas jusque-là parce que j'ai peur de ne pas pouvoir être compétent en la matière. C'est est-ce que ces imaginaires que l'on construit finissent par avoir un effet sur la réalité, mais c'est la réalité de quoi? C'est-à-dire qu'à mon tour, je pose la question. Si on dit que ça devrait avoir finalement une incidence sur la réalité, mais c'est quoi la réalité? Est-ce que c'est le nombre, c'est les types de gènes que l'on construit ou que c'est la vision que l'on a de la génétique à travers les discours que l'on produit? On avait la même chose à propos comment c'était, ah oui, du clonage, hein, des cellules souches. Est-ce que les cellules souches, c'est un embryon ou pas? Alors, il y a des scientifiques qui vous disent c'est pas un embryon. Et puis, il y a des scientifiques catholiques qui vous disent c'est déjà un embryon. Alors, moi, je ne vais pas plus loin que ça, c'est-à-dire que je constate qu'on construit à partir de données que l'on peut rassembler, ramener empiriquement, etc., deux types de discours et donc deux types d'imaginaires qui vont finir par s'affronter, qui vont faire ou controverse ou polémique selon les cas, et que, ben voilà, on en est là. C'est-à-dire que je n'ose pas, tu vois, me poser la question sur est-ce que ça a finalement une incidence. Mais moi, je voudrais bien, parce que moi, je pense que justement, c'est parce qu'on peut considérer que ce n'est pas un embryon que l'on peut agir sur les cellules souches, serait-ce d'ailleurs pour faire avancer la science, etc. Mais là, je suis plus compétent. Je ne suis plus compétent. Oui. Donc, simplement, j'en reste là, tu vois, à l'observation, à cette observation. À l'observation externe, enfin externe, non, l'observation, mais une observation photographique, pas une observation dynamique où quand même des imaginaires sociaux discursifs euh, viennent transformer la réalité. Euh, Quand même, le combat de la société autour du genre actuellement vient transformer la réalité des pratiques et impose des imaginaires différents d'il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Et le droit s'en empare, les pratiques professionnelles en tiennent compte, etc. On a dans la dynamique sociale d'appropriation de ces imaginaires sociodiscursifs des avancées et des transformations qui montrent quand même que je comprends disons ton hésitation parce que tu as le sentiment que tu prendrais parti, mais il y a une sociologie Non, non, des non, mais attends, controverses. Il y a excuse-moi, une sociologie des Marc. controverses. Oui, oui, non, non.
Non, 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 mais tu parles de pratique sociale. Et là, je suis tout à fait d'accord. Discursive Je et pense sociale. que oui, oui, mais là, oui. Mais c'est que quand on parle de, comment dire, quand on parle il y a un aspect quand on parle de la génétique. Je ne sais pas si je suis dans les pratiques sociales. En revanche, tout ce que tu dis là, que par exemple les histoires de genre, etc., finit par avoir une incidence et transformer, on peut même utiliser comme le terme que tu viens d'utiliser, transformer les pratiques sociales, transformer les relations sociales, transformer. Alors là, oui, je suis tout à fait d'accord. Et enfin, non seulement je suis d'accord, je veux dire que d'abord j'observe qu'effectivement il y a une incidence, il y a une transformation. Et après, bon, en tant qu'individu, je peux y adhérer, ne pas y adhérer, trouver ça bien, trouver pas ça bien, etc. Mais enfin, en tout cas, en tant que déjà qu'analyste, en analysant, en observant, en analysant, je constate qu'effectivement, il y a des transformations sociales. Mais parce que là, tu parles des pratiques sociales. Et là, je suis d'accord sur les pratiques sociales. Mais tu vois la différence que je ferai hein, entre la pratique sociale et le fait qu'il y a derrière un quelque chose qui tient à qui tient aussi à des analyses, hein, parce que la génétique, c'est, d'après ce qu'on peut analyser de la génétique, avec des instruments d'observation que l'on a, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui résiste à tout ça. Tu donnes bien l'exemple de la Terre est ronde. Ben voilà, la Terre est ronde, il y a quelque chose qui résiste à tout. C'est que la Terre est ronde. Alors, il y a des platistes qui peuvent arriver et essayer de vous démontrer que la Terre est plate. D'accord. Bon, on en tient compte, on analyse leur discours, etc. Mais là, dans la Terre est ronde, en plus de l'héliocentrisme et tout un tas de choses, il y a des choses qui résistent. Je ne peux rien dire d'autre que la Terre est ronde. Et ensuite, je le parle et je dis la Terre est ronde. De même que je dis que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. N'empêche que je continue à dire que le Soleil se lève et qu'il se couche. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, je suis dans un imaginaire, dans une vision du monde où j'ai l'impression que c'est le Soleil qui bouge et pas la Terre qui bouge. Bon. Donc tout ça fait partie de cet entrecroisement à travers les discours de représentation qui font que, voilà. Mais ainsi, transformation de la réalité sociale, donc, d'accord, des pratiques sociales, voilà, d'accord. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose encore qui résiste et dont je ne suis pas maître. La Terre est ronde. Mais tu vois, moi, je prenais en sens inverse. Je prenais à la Renaissance, lorsqu'avec les nouveaux moyens de découverte mis en place, de découverte scientifique, on a posé l'idée que la Terre n'était pas plate, mais qu'elle était ronde. Et il y a eu toute une résistance de la société, notamment résistance de la religion, à admettre que la Terre était ronde. Je pense que même les inventions scientifiques dans le vivant et en chimie et en physique et en physique euh, permettent comment dire de poser l'hypothèse que des imaginaires et des manières de voir et des manières de parler peuvent transformer l'expérimentation scientifique et faire découvrir regarde Einstein et la relativité. Enfin, tout d'un coup, c'est une manière de voir et de parler différemment par un cadre théorique différent qui fait faire un bond immense dans la conception du temps, de l'univers, etc. Donc, moi, je crois à une force pragmatique des pratiques discursives et des inconscients dont tu parles, pas des inconscients, des imaginaires, excuse-moi, je me trompe de concept, de l'imaginaire à la Castoriadis, comme ayant une puissance pragmatique et pouvant transformer, enfin voilà. Je- Oui, oui, non, mais évidemment qu'il y a une puissance pragmatique. Mais par exemple, à l'époque, l'histoire de la Terre est ronde, c'est venu par un savoir de connaissance. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, ouais, c'est ni Galilée ni autre qui a décidé que la Terre était ronde. c'est vrai. Autrement dit, c'est venu à travers des analyses avec des instrumentations, etc., qui souvent d'ailleurs n'étaient peut-être pas étaient peut-être prédiscursives dans la mesure où elles étaient même peut-être pas formulées discursivement, etc., et qui, à un moment donné, se sont imposées, et après, qui sont passées dans du discours. Et alors, effectivement, c'est le passage dans ce discours qui, lui-même, créant un imaginaire, produit effectivement cette incidence
sur les pratiques sociales. Et que là, il y a un effet pragmatique quasiment performatif de la chose, oui, ça peut se produire à ce niveau-là. Il n'empêche que je tiens qu'il y a derrière tout ça quelque chose qui est ce savoir de connaissance qui est construit d'une certaine façon, qu'on n'a pas pu prévoir, etc. Alors, et pour terminer, effectivement, tu as raison aussi sur le fait que les imaginaires eux-mêmes peuvent réinterroger le savoir de connaissance. Il y a des savoirs de croyance qui peuvent réinterroger le savoir de connaissance et faire progresser effectivement faire progresser la science, quoi, enfin la recherche scientifique. Oui, oui. Enfin, très intéressant. Bien, merci Patrick. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je peux éventuellement en ajouter une concernant ce concept de sujet parlant, et tu mets l'accent sur euh, l'individuation surtout, hein, comme une dimension un peu oubliée dans les sciences humaines. Et, euh, et en fait, je me demande en quoi ça résonne avec certaines traditions politiques et culturelles aussi. Euh, En fait, l'idée d'un individu, d'un sujet individuel, est très, très au cœur de la tradition politique du libéralisme. Et si tu lis par exemple John Stuart Mill, tu verras une défense voilà, de l'individu, de l'individualisation, comme une sorte de mécanisme pratique technique pour bien gérer la société. Euh, et euh, et je me demande en quoi tu accepterais que voilà, il y a une sorte de projet politique sous-jacent. Si tu défends le sujet parlant, euh, euh, est-ce que tu verrais que c'est une conception culturelle qui est assez spécifique de l'Occident? Euh, Est-ce que tu verrais le sens peu problématisé cette figure ou non? C'est des questions totalement authentiques, sans voilà, juger quelconque voilà, position politique ici. Oui, oui, alors ça, c'est vraiment très, très délicat hein, comme chose. Moi, je le prends uniquement, alors là, pour le coup, je suis vraiment linguiste dans le champ des sciences du langage comme processus de mise en scène de l'acte de langage. Et je constate que dans ce processus de mise en scène de l'acte de langage, il y a un individu qui parle. Et cet individu qui parle, il parle avec toute la charge qu'il a sur les épaules de ses filiations familiales, historiques, etc., et culturelles, mais qu'en même temps, il fait des choix. Pourquoi est-ce que il y a des bons profs et des mauvais profs? C'est tout simplement parce qu'il y a un sujet là, enfin, je parle de prof, mais je pourrais parler de n'importe quelle autre catégorie sociale. Hein. C'est parce qu'à un moment donné, il y a un sujet là qui... Alors évidemment, on va dire, mais oui, mais ça vient aussi de peut-être sa filiation familiale, de comment il a été élevé, etc. N'empêche qu'il produit à ce moment-là un type de discours dans lequel il y a une partie qui lui est propre à lui face à son public et qui fait que bon bah celui-là voilà il est plus apprécié ou moins apprécié, il est peut-être pas meilleur d'ailleurs, mais c'est ça. L'histoire du charisme, c'est pareil. Le charisme, il y a des phénomènes d'ordre sociaux parce que un même politique par exemple, s'il a du charisme dans un pays, il ne l'a pas forcément dans l'autre, mais il n'empêche que dans un même pays il y en a qui ont du charisme, il y en a qui ne l'ont pas. Alors, quels sont ses choix, comment il fait, comment il parle, etc. Donc, c'est ce que je disais tout au début en disant qu'en tant que traducteur, on est devant la responsabilité de soi-même parce qu'à tout moment, il faut qu'on fasse des choix. Et là, vraiment, on est en face de soi-même à faire ces choix. Alors, euh, 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 pour ne pas nier du tout l'aspect social et culturel que porte le sujet,
te donne comme exemple, et toi tu connais aussi l'Amérique latine et le Brésil, que je donne dans mon livre, des Brésiliens qui étaient à mon séminaire de doctorat à l'époque et avec qui on travaillait sur l'humour et sur la catégorie d'ironie. Bon. Et je vois que les Brésiliens disent ah oui, l'ironie, ah oui, ça c'est bien vous les Français. Ah, je dis bon, pourquoi vous n'utilisez pas, vous ne maniez pas l'ironie? Alors, bah, ils disent non, non. Ah, ah bon, bah alors on va travailler sur l'ironie. Bon, donc on voit que ça consiste à dire le contraire de ce qu'on pense tout en laissant entendre qu'on dit le contraire, que l'ironie est plutôt axiologisée négativement que positivement, enfin, etc. Bon. Je dis alors vous faites jamais ça? Et alors ils disent ah mais oui, mais jamais sur l'interlocuteur. Sur un tiers, c'est possible, mais pas sur l'interlocuteur. Et vous, les Français, vous le faites sur l'interlocuteur. Voilà. Bon, alors voilà quelque chose qui me semble être d'ordre culturel, hein, et qui fait que là, le sujet, on dirait qu'il est différent. Non, non, il porte le poids effectivement de quelque chose qui est culturel parce que c'est la façon dont dans le Brésil, on conçoit la relation à l'autre, qu'il faut pas lui faire de reproches, il faut pas le critiquer, il faut pas l'agresser, etc., etc. Bon, tas de choses. Bon. N'empêche que dans la façon de faire de l'ironie, eh ben voilà, il y a des gens qui font leur propre choix, puis ça a les effets que ça a d'ailleurs, pas toujours heureux, hein, mais qui font leur propre choix, qui peuvent choisir de le faire ou de ne pas le faire. Et c'est donc dans cette idée-là et que je voudrais peut-être même développer un peu au-delà de ça, parce que quand je disais tout à l'heure que je propose de faire une différence entre rapport de domination et rapport de force, c'est parce que dans la société, tous les rapports sociaux sont des rapports de force, à des degrés divers, mais sont des rapports de force, parce que c'est un problème identitaire, c'est qui je suis face à l'autre et qu'est-ce que je fais de la différence avec l'autre. Il faut que j'essaye de résoudre ça. Donc il peut y avoir un rapport de force. Maintenant, il se trouve que dans ces rapports de force, il peut y avoir des moments de rapports de domination. Oui, mais dans les rapports de domination, on prend les choses comme s'il n'y avait que du dominant et du dominé, et que les dominés étaient toujours en position de dominer. Alors qu'on voit des situations dans lesquelles les sujets peuvent prendre leurs propres responsabilités et renverser le rapport, par exemple, ou enfin, d'une façon ou d'une autre. Hein. Je ne sais pas moi, dans les discussions de couple, ou les discussions politiques, ou les discussions, etc. Voilà, c'est dans cette mesure-là je ne veux pas dire qu'on est tout seul, je ne veux pas dire qu'il y a la singularité à tout craint que chacun n'est que lui-même. Bon, génétiquement, on n'est que soi-même, semble-t-il. Mais bon, mais je veux dire que ce qui m'intéresse, je vais prendre une image. C'est ce que disait Françoise Dolto quand elle traitait les psychotiques. Elle disait, c'est très difficile de traiter les psychotiques. Mais lorsque on voit une légère ouverture, paf, on rentre dedans. Eh ben, je dirais que c'est ça. J'ai une autre expression en français, c'est comment je peux tirer mon épingle du jeu. Tu aurais une expression équivalente en anglais? Tu verrais en anglais comment on pourrait dire ça? Tirer son épingle du jeu, ou en allemand ou en anglais. Je ne sais pas, il y en a peut-être, hein, mais en français, pour moi, ça illustre bien cette affaire-là. C'est-à-dire des moments de responsabilité où je suis devant des choix et comment je peux faire dans cette situation pour tirer mon épingle du jeu. Voilà. Métaphoriquement, c'est dans ce sens que j'entends l'individuation du sujet. Merci beaucoup. On s'est rapproché de la fin de ce séminaire. S'il n'y a pas une dernière très, très courte question, je propose de voilà, conclure, de te remercier pour cette intervention qui est en effet enrichissant et tout à fait un bon exemple d'un échange intellectuel. Euh, donc, je vous dis à tous et à toutes à la prochaine fois en janvier. C'est quoi? Voilà, c'est Gerson da Silva, un concept sur la toile. Et Voilà, ce sera voilà, Jair Soda Silva qui interviendra sur la façon dont l'intersectionnalité a circulé sur les réseaux sociaux et a été portée à bas bruit. Donc, il y a une stratégie aussi justement de ne pas avoir une audience large.
Donc, c'est intéressant d'observer cette circulation qu'il qualifie de à bas bruit. Ah ouais, Merci d'accord. beaucoup, Patrick. Merci. Merci Christine, merci Johannes, merci Marc et tous les autres, hein, merci. Et puis voilà, je tâcherai de me brancher pour la prochaine séance, hein. Et puis j'espère qu'on se rencontrera à d'autres occasions. Merci en tout cas de m'avoir permis de parler de cette affaire-là. Merci beaucoup. Absolument. Merci, Patrick. Au revoir. Et je Au vous revoir. conseille tous de vous inscrire